Elon Musk, on a tous déjà entendu ce nom. PayPal, SpaceX, Tesla, Twitter et même ChatGPT. Elon Musk est probablement l'entrepreneur le plus prolifique de ces 30 dernières années. Elon Musk ne laisse personne indifférent. On l'aime, on le déteste. Un de ses plus gros succès jusqu'à présent est Tesla, le constructeur automobile qui vaut aujourd'hui plus que tous les autres réunis. Pourtant, peu de gens savent que Tesla a échappé de peu à la faillite à de nombreuses reprises. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'histoire mouvementée de Tesla, d'un projet de voiture pour enfants au robot-taxi. L'histoire de Tesla est complexe, et pour comprendre ses débuts, il faut revenir sur le parcours mouvementé d'Elon Musk, son PDG actuel. Bien qu'il soit étroitement associé à Tesla, Elon Musk n'est pas à proprement parler l'un des fondateurs originaux de l'entreprise. Elon Musk est né en 1971 dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. Sa mère, d'origine canadienne, lui permet d'avoir la nationalité canadienne et il décide de poursuivre ses études au Canada, qui sera pour lui un tremplin pour finir aux États-Unis, le pays de la tech. De son côté, en 1995, le jeune Elon, du haut de ses 24 ans, est pleinement conscient de la révolution internet qui se déroule sous ses yeux. Alors, avec son frère Kimball Musk, il fonde l'entreprise Zip2, qui est une start-up qui développe un service web permettant aux utilisateurs de trouver les commerces et services proches de chez eux en tapant leur adresse. Une sorte de Google Maps avant l'heure. Pour se développer, les frères Musk choisissent de lever des fonds, mais par la suite, les nouveaux actionnaires de Zip2 feront appel à un PDG plus expérimenté qui finira par mettre Elon à la porte de sa propre boîte. Néanmoins, celui-ci reste actionnaire, mais cet épisode le marquera profondément à vie. Par la suite, Elon Musk continue à travailler chez Zip2, mais sans être véritablement aux commandes. Et puis, quelques temps plus tard, en 1999, Zip2 se fait racheter par Compaq et Elon Musk empoche la modique somme de 22 millions de dollars à la suite de cette vente. Nous sommes alors au sommet des valorisations des entreprises de la bulle Internet, juste avant que celle-ci n'éclate quelques mois plus tard. Mais alors, que fait Elon Musk de cette nouvelle fortune? Eh bien, comme tout nouveau riche, Elon commence à flamber. À 28 ans, il s'achète une McLaren F1 à plus d'1 million de dollars et profite de la vie dans l'état de Californie. Mais rapidement, Elon réalise que cette vie ne lui plaît pas et commence alors à réfléchir à lancer une nouvelle entreprise. En novembre 1999, Elon Musk décide de fonder X.com avec pour ambition de devenir la première banque en ligne. Cette fois-ci, Elon retient les leçons du passé, il s'entoure de cofondateurs et finance à hauteur de 12 millions de dollars son projet. Cependant, Elon Musk est un personnage clivant et donc les tensions avec ses cofondateurs montent. Et l'un d'entre eux décide de se rebeller, débauchant une partie des employés pour créer un concurrent direct. Malgré tout, Elon persiste et décide de continuer son projet X.com. Alors, un événement inattendu se produit. En effet, avec beaucoup d'espace libre, Elon Musk décide de les sous-louer. Mais alors, qui vient s'y installer? L'entreprise se nomme Confinity. Elle est fondée par Peter Thiel et Max Levchin qui développent alors une fintech concurrente de X.com. Mais quelques mois plus tard, en mars 2000, ils décident de fusionner, conservant dans un premier temps le nom de X.com, puis l'année suivante, en février 2001, l'entreprise prend un nom bien plus connu, PayPal. En 2002, PayPal rentre en bourse et la même année, elle est vendue à eBay pour 1,5 milliard de dollars. À la suite de cette transaction, Elon Musk empoche 180 millions de dollars après impôt. Et c'est à ce moment-là qu'Elon se dit « Ok, le monde d'Internet c'est bien, mais je veux faire quelque chose de plus grand. Quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui va changer l'humanité. » Alors, Elon se lance dans son prochain projet, un projet beaucoup plus fou. En mai 2002, ce n'est pas Tesla qu'il fonde, mais SpaceX, une entreprise que vous connaissez très probablement. Cette entreprise fera des avancées majeures dans l'exploration spatiale, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Pour Tesla, le chemin est légèrement plus long. Tout d'abord, pour remettre les choses dans leur contexte, en 2003, les premiers véhicules hybrides commencent à apparaître, et notamment la Toyota Prius. C'est une vraie mode dans cette Californie progressiste et opposée au puissant lobby du pétrole, accusé entre autres d'avoir encouragé l'invasion de l'Irak par les États-Unis la même année. De son côté, Elon Musk est aussi intéressé par la possibilité d'utiliser l'énergie électrique pour faire tourner des voitures. À l'automne 2003, il rencontre J.B. Straubel, un ingénieur qui s'intéresse à l'écosystème naissant des véhicules électriques. Straubel lui parle de l'idée d'utiliser des batteries lithium-ion, déjà courantes dans les ordinateurs portables et les téléphones, pour alimenter un véhicule. Il lui fait découvrir alors, à Los Angeles, un fabricant de voitures pour enfants qui s'appuie sur cette idée, AC Propulsion. Cette entreprise fabrique la T-Zero, l'une des premières voitures entièrement alimentées par l'électricité et disposant d'une batterie lithium-ion. La T-Zero peut passer de 0 à 100 km/h en 5 secondes, ce qui impressionne Elon Musk qui voit immédiatement le potentiel pour en faire un véhicule grand public. Il demande alors à J.B. Straubel s'il serait prêt à l'aider à développer un prototype de voiture électrique pour adultes. Cependant, Straubel n'est pas prêt à s'engager dans un projet entrepreneurial. Et quand Elon se tourne vers les fondateurs d'AC Propulsion, il refuse aussi car ils estiment être seulement des fans d'automobile. Musk repart donc bredouille, se demandant avec qui il pourrait mener à bien ce projet. C'est à ce moment-là que deux autres personnes approchent également AC Propulsion, Martin Eberhard et Mark Tarpenning. Si ces noms ne vous disent rien, c'est normal.
mais ce sont eux les fondateurs de Tesla. Martin Eberhard et Mark Tarpenning sont également des entrepreneurs issus de la tech. Dans les années 90, ils ont fondé Rocket eBook, la première liseuse électronique au monde, une sorte d'ancêtre de la Kindle d'Amazon de Jeff Bezos. Ils réalisent alors une magnifique vente en revendant l'entreprise au sommet de la bulle internet en 2000 pour 190 millions de dollars. Puis, comme Elon Musk, ils s'intéressent aux véhicules électriques et vont regarder ce que fait AC Propulsion avec sa T0. En juillet 2003, ils fondent alors Tesla Motors, en hommage au scientifique Nikola Tesla. L'objectif des deux associés est simple, produire une voiture similaire à la T0 mais à plus grande échelle. Cependant, produire une voiture nécessite des capitaux. Ils commencent donc à chercher des fonds de capital risque, mais se heurtent à de nombreux refus. Malgré leur succès passé, les investisseurs restent dubitatifs quant à la capacité des deux associés spécialisés dans la tech à mener à bien un projet industriel. De leur côté, Eberhard et Tarpenning estiment qu'il leur faut 7 millions de dollars pour créer un prototype de leur premier véhicule. En discutant avec les fondateurs d'AC Propulsion, ils entendent parler d'un certain Elon Musk, alors ils décident de le contacter. Musk, très intéressé, accepte de financer le projet. Sur les 7,5 millions de dollars que les deux fondateurs réussissent à collecter, 6,5 millions proviennent d'Elon Musk. Par la suite, Musk propose de recruter J.B. Straubel pour son expertise dans la technologie des batteries, et celui-ci rejoint Tesla à la fin de l'année 2003. Pendant plus d'un an, l'équipe travaille sur le développement de leur prototype. Ainsi, en janvier 2005, ils ont enfin un projet fonctionnel utilisant la chaîne de transmission de la T0 et le châssis de la Lotus Elise. Elon Musk teste alors le prototype et celui-ci est immédiatement convaincu. Il décide donc de lancer une nouvelle levée de fonds pour préparer la commercialisation à plus grande échelle. En février 2005, Tesla Motors lève 13 millions de dollars, dont 9 millions sont directement apportés par Elon Musk. Ce financement marquera une nouvelle étape pour Tesla Motors puisque ça lui permettra de développer son premier modèle, le modèle Roadster. Mais malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu. En juillet 2006, Elon Musk et la direction de Tesla Motors pensent être proches de la production du Roadster. Ils organisent donc une conférence de presse pour présenter le véhicule et ouvrir les précommandes. Cet événement attire une grande attention dans le microcosme californien. Parmi les invités figurent plusieurs personnalités connues, dont Arnold Schwarzenegger, alors gouverneur de la Californie. Cette conférence marque un tournant pour Tesla, lui offrant une visibilité importante. Lors de cette présentation, Tesla réussit à enregistrer un peu plus de 100 précommandes, ce qui était leur objectif. Fort de ce succès, Elon Musk publie en août 2006 sur le blog de Tesla ce qu'il appelle le Secret Master Plan. Voici ce qu'il écrit. En résumé, le master plan est le suivant. Construire une voiture de sport. Utiliser cet argent pour construire une voiture abordable. Utiliser cet argent pour construire une voiture encore plus abordable. Tout en faisant ce qui précède, offrir des options de production d'énergie électrique sans émission. Ne le dites à personne. Ce document d'apparence anodine expose en réalité toute la vision à long terme de Tesla et Elon Musk le suivra assidûment et il le répétera régulièrement comme dans cette interview en 2009. The whole purpose behind Tesla, the reason I put so much of my time and money into helping create the business is we want to serve as a catalyst for accelerating the electric car revolution. The price of gas at the pump does not reflect the true cost of gasoline because you have a consumption of a public good. It's one of the most, it's really a common problem in economics. You have the same thing in fishing where because there's no cost to fishing stocks, people just overfish and you have disaster that ensues. Right. So the only way to bridge that is with innovation, is to try to make electric cars better sooner than they would otherwise be. Cependant, tout ne se déroulera pas aussi facilement. À ce moment-là, Martin Eberhard est le PDG de Tesla et récupère une bonne partie du crédit pour le succès de la conférence et de l'annonce du Roadster. Cela crée une grande frustration chez Elon Musk qui n'est alors perçu que comme un simple investisseur. Musk trouve cette situation injuste, estimant que son rôle est minimisé et clairement on peut le comprendre. Voici ce qu'il écrit dans un email. La façon dont mon rôle a été présenté jusqu'à présent, où l'on me qualifie simplement d'investisseur de la première heure, est scandaleuse. C'est comme si Martin était qualifié d'employé de la première heure. Outre le fait que j'ai dirigé la série A et B et co-dirigé la série C, mon influence sur la voiture elle-même va des phares au style, en passant par le seuil de la porte et le coffre. Mon intérêt pour le transport électrique date d'une décennie avant la création de Tesla. Martin devrait certes être au premier plan, mais l'image de mon rôle est incroyablement insultante. En 2007, les tensions entre Eberhard et Musk se multiplient. En parallèle, de nombreux problèmes de production du Roadster apparaissent. Et il devient évident qu'ils ne pourront pas livrer les précommandes à temps. Le défi pour Tesla est aussi de rendre ses opérations rentables.
Or, à ce stade, ils perdent encore environ 100 000 dollars par véhicule produit. En 2007, Eberhard lui-même admet qu'il ne sait pas gérer une entreprise industrielle de 150 personnes. Ainsi, en août de la même année, le conseil d'administration majoritairement contrôlé par Elon Musk en tant que principal actionnaire décide de limoger Eberhard de son poste de PDG. Ce dernier quittera définitivement Tesla quelques mois plus tard et attaquera même en justice Elon Musk. À ce jour, les deux hommes se détestent encore. À cette période, Elon Musk, déjà PDG de SpaceX, fait appel à Michael Marks, une figure très connue de la Silicon Valley, pour assurer l'intérim à la tête de Tesla. Toutefois, Marks reste en poste très peu de temps. En novembre 2007, Tesla recrute un nouveau PDG, Zeev Drory, un entrepreneur ayant déjà fondé une entreprise de semi-conducteurs. Bien que Drory ne soit pas le premier choix pour Tesla, il est urgent de stabiliser la situation. En parallèle, Elon Musk s'implique de plus en plus dans la gestion quotidienne de l'entreprise car la situation financière se détériore rapidement. En effet, chaque mois, Tesla brûle 4 millions de dollars. En octobre 2008, un mois après la faillite de Lehman Brothers, Musk prend une décision radicale. Il licencie Zeev Drory et prend lui-même la direction de l'entreprise. Pourquoi ? Car la situation est très grave. Si Tesla ne trouve pas de financement d'ici Noël, l'entreprise devra mettre la clé sous la porte. Dès sa prise de fonction, Elon Musk prend une décision radicale. Il licencie alors 25% des employés pour réduire les coûts. Musk se met ensuite immédiatement à la recherche de financement en s'adressant à ses contacts de la Silicon Valley, non pas pour lever des fonds sous forme de capital, mais sous forme de prêt. Déterminé à sauver le constructeur automobile, il est même prêt à s'endetter au nom de SpaceX, son autre entreprise, pour soutenir Tesla. En parallèle, Musk vend ses participations dans deux de ses entreprises, tout d'abord dans SolarCity dont on reparlera plus tard, et ensuite dans Everdream pour obtenir des liquidités. Au total, il parvient à lever 20 millions de dollars. Et puis, à la veille de Noël, Musk obtient de nouveau 20 millions de dollars de la part des investisseurs déjà présents au capital de Tesla, leur faisant comprendre que s'il n'y avait pas dès maintenant un soutien financier, il risquait de tout perdre. Ainsi, Musk sécurise un total de 40 millions de dollars, ce qui permet à l'entreprise de traverser cette période économique extrêmement difficile. Au début de l'année 2009, Tesla commence enfin à livrer ses premiers roadsters. Ils en vendent 937 la première année, générant ainsi 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui est suffisant pour maintenir l'entreprise à flot. Logiquement, Musk aurait pu profiter de ce répit pour stabiliser Tesla et assainir les finances de l'entreprise. Mais clairement, cela ne correspond pas à sa personnalité. La même année, alors que Tesla vient d'échapper de peu à la faillite, il décide de se lancer dans un nouveau projet, le projet White Star. Le projet White Star est le nom de code de ce qui deviendra la Model S, la première berline haut de gamme de Tesla. Pour ce projet, Musk recrute Henrik Fisker, célèbre designer chez Aston Martin. Cependant, leur collaboration tourne court. Après quelques mois, Fisker quitte Tesla et crée sa propre marque, Fisker Automotive, un concurrent direct de Tesla. Pour l'anecdote, Fisker Automotive fera faillite en 2013 malgré plus d'1 milliard de dollars levés et 500 millions de dollars de subventions du gouvernement américain. Puis, Musk tente de recruter Tony Fadell, le designer star d'Apple, mais Steve Jobs intervient et convainc Fadell de rester avec lui. Elon Musk se tourne alors vers Franz von Holzhausen, ancien designer chez Mazda, qu'il recrute pour diriger le design de la Model S. En mars 2009, Tesla dévoile officiellement la Model S et l'accueil est extrêmement positif. L'enthousiasme autour de Tesla grandit et la communauté est impatiente de découvrir cette nouvelle voiture. En parallèle, Tesla attire l'attention des grands constructeurs automobiles. Daimler, le géant allemand, collabore déjà avec Tesla sur certains projets et décide d'investir 50 millions de dollars dans l'entreprise, acquérant environ 10% du capital. Toyota lui emboîte le pas en investissant une somme similaire. Ces financements permettent à Tesla de démarrer les investissements nécessaires pour la production de la Model S. De plus, Tesla obtient un prêt de 465 millions de dollars du département de l'énergie américain, à condition que les voitures soient produites aux États-Unis. Pour répondre à cette exigence, Tesla a besoin d'une usine et ça tombe bien. En pleine crise économique, General Motors, qui a fait faillite, cherche à vendre des actifs pour se renflouer. Tesla saisit l'opportunité et rachète l'usine de Fremont en Californie, qui appartient à une joint venture entre General Motors et Toyota pour seulement 42 millions de dollars, alors que cette usine valait 10 fois plus quelques années plus tôt. Cette acquisition est stratégique, car l'usine a une capacité de production de 500 000 voitures par an, offrant à Tesla l'infrastructure nécessaire pour continuer à se développer sur plusieurs années. Opportuniste, Elon profite de ces bonnes nouvelles pour introduire Tesla en bourse en juin 2010. Cela permet à Tesla de lever encore 224 millions de dollars. Grâce à cette dynamique positive, Tesla dispose désormais des ressources nécessaires pour développer et produire la Model S à grande échelle. Mais, vous vous en doutez, tout ne se déroulera pas comme prévu. Lorsque la Model S est présentée, c'est une véritable révolution pour l'industrie de l'automobile. On peut dire que cette annonce sera comparable à celle de l'iPhone, tellement elle sera disruptive pour le monde automobile. Même le modèle de distribution est novateur.
Au lieu de passer par des concessionnaires, les clients pourront directement acheter en ligne. Cependant, cette approche crée des problèmes pour Tesla puisque la plupart des États américains exigent que les constructeurs automobiles vendent via des concessionnaires indépendants et non pas directement aux consommateurs. Pour contourner ces restrictions, Tesla ouvre des showrooms où les employés présenteront directement la voiture et en feront la promotion, même si la vente se fera exclusivement en ligne. Dans certains États comme au Texas, Elon Musk fait même appel à des bénévoles, des fans de Tesla, pour en faire la promotion. À cette époque, bien que Tesla soit peu connu en dehors des États-Unis, une véritable Tesla mania commence à apparaître. Cependant, les problèmes s'accumulent. En effet, Tesla peine à augmenter ses cadences de production, ne produisant que quelques centaines de véhicules par an, ce qui est bien en dessous des volumes nécessaires pour couvrir ses coûts. En début d'année 2013, Tesla est à nouveau au bord de la faillite. De plus, le mécontentement croît également parmi les clients, qui, après avoir versé un acompte de 5 000 $, attendent leur voiture depuis plus de 3 ans. Pour éviter la faillite, Elon Musk mobilise tous ses employés, quel que soit leur rôle, leur demandant de contacter toute personne ayant montré un intérêt pour Tesla afin de vendre le plus de voitures possible. En parallèle, dos au mur, Musk commence à perdre espoir et appelle Larry Page, cofondateur de Google, qui avait déjà investi dans Tesla. Musk propose de vendre Tesla pour 6 milliards de dollars à Google sous certaines conditions, notamment qu'Elon Musk reste aux commandes pendant 8 années. Et sans surprise, Larry Page accepte l'offre. Mais alors que l'accord est sur le point d'être signé, un miracle se produit. En effet, l'engagement des employés porte sur ses fruits. La production augmente et au premier trimestre 2013, Tesla réalise un chiffre d'affaires de 562 millions de dollars, contre seulement 30 millions au premier trimestre 2012, soit une multiplication par 20 en un an. Pour la première fois de son histoire, Tesla dégage enfin un léger bénéfice. Face à cette réussite, Elon Musk décide d'annuler la vente auprès de Google, convaincu que Tesla peut réussir seul. Et la suite lui donnera raison. En effet, en parallèle de la production de voitures, Tesla développe d'autres initiatives pour soutenir la démocratisation des véhicules électriques. En 2012, l'entreprise commence à déployer son réseau de superchargeurs. L'idée est simple. Avoir des voitures électriques, c'est bien, mais sans un réseau de recharge, leur utilisation restera limitée. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 6000 bornes de superchargeurs dans le monde et il est devenu la norme en Amérique du Nord. En 2014, Tesla lance l'autopilote, un système qui vise à terme à la conduite autonome, même si au départ, ça se limite à quelques manœuvres de base comme le stationnement automatique. En 2016, Tesla acquiert SolarCity pour 2,6 milliards de dollars. Cette société est spécialisée dans la production et l'installation de panneaux photovoltaïques. Comme il l'avait annoncé dans son Secret Master Plan, la production d'énergie propre fait aussi partie de ses objectifs. Après son rachat, SolarCity est devenu Tesla Energy, une branche qui connaît une très forte croissance ces dernières années. Quant aux véhicules, Tesla a continué de diversifier sa gamme de voitures avec le lancement du Model X en 2015, le format SUV de la Model S. Puis, en 2016, le Model 3 est dévoilé, marquant un tournant majeur dans l'histoire de l'entreprise. En effet, ce modèle est le premier à être véritablement accessible au grand public. Lors de l'annonce du Model 3, Tesla reçoit plus de 300 000 réservations la première semaine. Ce chiffre est impressionnant car il dépasse de loin le nombre de voitures totales vendues par Tesla depuis 2003. En 2020, Tesla lance son Model X, un SUV dérivé du Model 3 qui devient le véhicule le plus vendu du monde en 2023. Et Tesla ne s'arrête pas là. En 2019, l'entreprise annonce le Cybertruck, un pick-up électrique, et des poids lourds électriques avec les Tesla Semi. Tesla prévoit aussi de lancer le Model 2, un véhicule encore moins cher que le Model 3, avec l'ambition de rendre des voitures électriques accessibles au plus grand nombre. Enfin, le Roadster de deuxième génération a aussi été annoncé en 2017. Bien sûr, comme souvent, Tesla accumule le retard et tient rarement ses délais, mais l'entreprise continue d'avancer. Et sa dernière grande annonce date du 10 octobre, le robot taxi. Elon Musk ne veut pas se contenter de produire des véhicules électriques, mais celui-ci veut révolutionner nos moyens de transport, notamment grâce aux véhicules autonomes. Ainsi, ce 10 octobre, Tesla a présenté son écosystème robotaxi. Ce véhicule 100% autonome était très attendu depuis de nombreuses années par les médias et les investisseurs. Pourquoi des investisseurs? Car en amont de cette présentation, les marchés financiers ont beaucoup spéculé sur ces annonces qui pourraient faire de Tesla bien plus qu'un constructeur automobile. L'objectif de Tesla est de remplacer ces plateformes comme Uber et de permettre aux propriétaires de Tesla de monétiser leurs véhicules lorsqu'ils n'en ont pas besoin, à l'image d'Airbnb avec l'immobilier. Elon Musk promet aussi que cela permettra de réduire le nombre d'accidents et donc le bilan humain du trafic routier. Dans un premier temps, Tesla lancera son service de robotaxi en utilisant les modèles déjà existants comme la Model 3 et le Model Y. Et puis, le Cybercab pourrait à terme remplacer ces modèles. Quant à la date de lancement du robotaxi, voici ce qu'Elon Musk a déclaré. We do expect actually to start fully autonomous, unsupervised FSD in Texas and California next year. And that's obviously, that's with the Model 3 and Model Y. And then we expect to be in production with the Cybercab, which is really highly optimized for autonomous transport in probably
Well, I tend to be a little optimistic with time frames. But in 2026. So, yeah. Before 2027, let me put it that way. Par ailleurs, Tesla a aussi présenté le RoboVan, qui est une navette autonome pouvant accueillir jusqu'à 20 personnes. Tesla n'a pas donné de date de sortie ni plus de détails lors de cette présentation. Enfin, Musk a présenté le robot Optimus, un robot humanoïde conçu pour accomplir des tâches répétitives. À long terme, Musk souhaiterait commercialiser Optimus entre 20 000 et 30 000 $. À ce prix-là, il est clair que cela pourrait transformer radicalement notre société et économie. Malheureusement, les spécialistes restent sur leur faim. Les annonces sont très abstraites et il semble peu probable que Musk tienne les délais annoncés. Néanmoins, comme dit un célèbre adage de la Silicon Valley, que vous aimiez ou détestiez Elon Musk, ne pariez pas contre lui, car tôt ou tard, il vous prouvera le contraire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. De notre côté, chez Bourseco, nous pensons que Tesla est une magnifique entreprise que nous surveillons en tant qu'investisseurs. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'investissement en bourse, nous avons publié une analyse complète de Tesla dans notre club d'investissement. Pour information, vous pouvez le tester gratuitement et sans engagement pendant 14 jours jusqu'à la fin du mois d'octobre. De notre côté, on se dit à bientôt dans le club ou dans une prochaine vidéo. Salut!